Présentation suivante. Donc, c'est un protocole de prise en charge anesthésique du patient en état de mort encéphalique pour prélèvement. Donc, docteur Poussarda. Bonjour. Moi, je travaille dans le centre de Strasbourg et puis je vais vous parler d'un protocole de prise en charge anesthésique du patient en état de mort encéphalique pour prélèvement multi-organes. Alors, je ne vais pas vous reparler de la pénurie d'organes parce que c'est un sujet qu'on connaît tous et c'est le thème de la session. Mais en tout cas, elle entraîne le décès chaque année de plus de 500 patients en France qui décèdent en attente d'un organe qui n'est jamais venu à temps. Et donc, il y a effectivement une urgence à trouver une solution pour ces patients et surtout une solution à trouver des organes de bonne qualité, puisqu'en moyenne, un organe prélevé sur 5 n'est finalement pas greffé, faute de mauvaise qualité. Donc, dans ce contexte de pénurie est né le concept de réanimation d'organes depuis plus de 20 ans maintenant, qui s'attache à trouver les meilleurs paramètres pour définir la future qualité des organes. Il s'appuie sur des études rétrospectives qui d'ailleurs, dont certaines vont nous être exposées aujourd'hui, qui se sont intéressées aux facteurs prédictifs de bonne ou mauvaise qualité des futurs greffons. Et de ces études découlent des recommandations, qu'elles soient nationales, comme nos recommandations de l'ASFAR, ou internationales, et qui sont parfois propres à chaque spécialité. On cite par exemple les recommandations des néphrologues, des chirurgiens thoraciques, etc. Et on espère que la boucle soit bouclée, c'est-à-dire qu'en appliquant davantage ces recommandations, cela améliore effectivement la qualité des greffons. À ce titre, nous avons réalisé une étude juste au préalable dans notre centre à Strasbourg qui montre que la majorité des prélèvements multi-organes est installée la nuit par l'équipe de garde et cela renforce notre postulat de départ qui est que les recommandations sont probablement peu appliquées car peu connues et que l'activité de PMO est rare rapportée au nombre d'anesthésistes réanimateurs que nous sommes. Nous avons alors mis en place... Ça ne marche pas. Ça ne veut pas passer à la suivante. Voilà. Une checklist qui récapitule à destinée de l'anesthésiste réanimateur les différents paramètres à optimiser en péropératoire. Cette checklist se manifeste sous cette forme, c'est-à-dire un document A4 avec une première partie qui est centrée sur l'accueil au bloc opératoire, le conditionnement du patient et une deuxième partie plus axée sur la prise en charge péropératoire. Elle se divise en différentes catégories que sont l'optimisation hémodynamique, la ventilation, la néphroprotection, le contrôle métabolique, hématologique, biologique et certaines thérapeutiques médicamenteuses. Il n'y a rien de bien nouveau dans cette checklist qui ne récapitule que les recommandations qui ont été validées par des experts de notre centre, à la fois des experts de réanimation, de médecine intensive et d'anesthésie. Cette checklist a été mise en place dans notre bloc opératoire à partir du 1er janvier 2020. Et notre étude d'analyse des pratiques avec une première partie des recueils qui est en rétrospective, une deuxième partie en prospective depuis l'implantation de cette checklist le 1er janvier 2020. C'est une étude monocentrique à Strasbourg, mais étendue à nos différents hôpitaux qui réalisent les prélèvements d'organes entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021. On s'est appuyé sur les dossiers d'anesthésie. Les critères d'inclusion étaient les patients en état de mort encéphalique faisant l'objet d'un prélèvement multi-organes, à l'exclusion des patients faisant l'objet d'un Maastricht 3 et des mineurs. Pendant cette période, nous avons pu analyser 44 dossiers pour la période avant mise en place du protocole versus 36 dossiers après la mise en place de ce protocole. Voici nos paramètres, nos résultats principaux et significatifs, puisqu'en 5 minutes, je n'ai pas le temps de tous vous les présenter. On observe que depuis la mise en place de cette checklist à Strasbourg, on a une très nette augmentation du monitorage hémodynamique de nos patients en péropératoire. Une diminution franche à la fois du nombre d'hypotensions artérielles avec une pression artérielle moyenne inférieure à 65 mm de mercure et une diminution de leur durée. Une augmentation du nombre de manœuvres de recrutement alvéolaire, une majoration de la surveillance glycémique et de l'application de l'antibioprophylaxie. Enfin, si on s'intéresse au nombre d'organes prélevés par donneur, on observe cette fois-ci une tendance qui n'est pas significative, mais à la diminution du nombre d'organes prélevés
par donneur, qui est quelque chose qui peut être surprenant, mais sur lequel on va revenir tout de suite, car un des principaux éléments pour expliquer cela, c'est malheureusement la Covid-19. Parce que comme vous le voyez sur ce graphique qui représente le nombre mensuel de prélèvements multi-organes réalisés dans notre centre, on observe un impact très fort de la Covid-19 avec des trous de prélèvements multi-organes essentiellement pendant les 3 premières vagues de Covid-19 avec à Strasbourg un centre qui a été très impacté par cette pathologie, des prélèvements qui ont pu reprendre par la suite et du coup des prélèvements qui ont été bloqués faute de place en réanimation pour accueillir les futurs receveurs. Donc en conclusion, il y a eu un accueil très favorable de ce protocole avec une activité qui se confirme effectivement en prédominance nocturne. Plus de 80% des prélèvements multi-organes depuis l'introduction de ce protocole en 2020 avaient lieu en garde la nuit. On observe une très nette progression dans l'application des recommandations, mais qui peut nettement être encore améliorée, notamment par exemple dans l'application de l'antibioprophylaxie, où vous avez vu, on attend tout juste un 50%, alors que cette antibioprophylaxie est recommandée pour les prélèvements multi-organes. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle ? Alors, moi, j'en aurais un. En fait, c'est une étude qui est monocentrique. C'est très intéressant. L'impact, en fait, c'est surtout sur le nombre de prélèvements en fait, qui peut être réalisé. Je ne sais pas si vous envisagez d'étendre un peu cette étude en multicentrique. Alors, on a deux ambitions. La première, là, forcément, vous avez vu sur mon nombre de patients, je n'ai pas pu comparer, qui est quand même la finalité de cette étude, aussi la qualité des greffons prélevés, puisqu'on compare 44 versus 36 donneurs. Et surtout, il y a tellement de facteurs inhérents à la fois aux donneurs et aux receveurs que je ne pouvais pas comparer les qualités des greffons, mais ça serait très intéressant. Et la deuxième chose, ça serait donc de l'étendre à plusieurs sites, voir si effectivement on a une augmentation du nombre de greffons prélevés. Mais après, la principale limite de cette étude, ça reste pour moi que c'est un protocole anesthésique et que c'est en moyenne 3 heures d'installation au bloc opératoire ne permettent pas seulement à elle seule d'améliorer la qualité des greffons. Il va falloir faire la deuxième partie de ce protocole qui est l'application en réanimation avec des objectifs propres à la réanimation. Après, votre protocole, il a été établi par les réanimateurs, donc après, on pourrait espérer quand même qu'ils suivent leurs propres recommandations. Oui, c'est des problèmes politiques. Enfin, encore faut-il l'évaluer. Oui. Ouais. Et une petite question sur les manœuvres de recrutement, parce qu'une toutes les heures, c'est pas mal. Vous le faites que quand il y a un prélèvement thoracique ou pour tous les malades ? Non, justement, l'intérêt, c'est pour tous les malades, parce que l'amélioration de l'hématose, en fait, bénéficie à tous les organes, qu'ils soient rénaux, hépatiques. Et la deuxième chose, c'est que ça limite le relargage de stress oxydant. Et donc, chez ces patients qui sont forcément sujets à ischémie-reperfusion, puisqu'on clampe l'organe et qu'on le relève, ça permet de diminuer le stress oxydant. Je n'ai pas de données scientifiques là-dessus, mais intuitivement, c'est pour ça qu'on le fait chez tout le monde. Vous les avez standardisés parce que les anesthésistes font des manœuvres de recrutement différentes ? Oui, on a fait un protocole à la fois pour le test d'hypercapnie et pour les manœuvres de recrutement. D'accord. Sur l'hémodynamique, quel était l'impact ? C'était plutôt remplissage vasculaire ? Et non, justement. Alors, je n'ai pas toutes les données ici. Et en fait, justement, on a une amélioration hémodynamique avec un recours moindre aux vasopresseurs péropératoires depuis la mise en place du protocole. Pourtant, une amélioration hémodynamique n'est pas plus expliquée par le remplissage vasculaire. Probablement que c'est par l'effet justement d'une meilleure réanimation dès le préopératoire qui a fait que les patients arrivent dans un meilleur état hémodynamique dès le bloc opératoire. Donc non, en fait, au final, au bloc opératoire, on n'avait ni plus de recours aux vasopresseurs, ni plus de remplissage, mais probablement par déjà l'extension de ce protocole en amont dès la période de réanimation. Ça, c'est intéressant. Ouais, Donc, oui. les réanimateurs s'occupent des patients en mort encéphalique. C'est important. Après, le Covid-19, ok. Après, on fait bien ce qu'on fait régulièrement. Donc finalement, la checklist, c'est important dans la mesure où on fait moins la chose. Oui. Donc du coup, on s'astreint à faire la checklist nous astreint à faire les choses correctement. Surtout que donc ça à la représente limite, Covid-19, c'était peut-être pas si mal que ça en fait quand on a une checklist. Merci beaucoup.